Qu'est-ce que ça fait plaisir de voir un match de rugby. Je vais peut-être vous choquer en disant ça, mais honnêtement, qu'on gagne ou qu'on perde, moi ça m'est un petit peu égal, mais ce qui me fait bander c'est de voir du vrai rugby. On a vu un vrai match de rugby, je pense que les mecs en une mi-temps ils se sont plus régalés que sur les 3 derniers matchs. Et nous aussi. Et la dernière victoire du Pays de Galles face à la France, elle remonte à loin. Faut remonter en 2019 à la Coupe du Monde quand on perd en quart de finale contre eux, un petit 20-19 qui nous avait fait mal. Avec un ratio de 80% de victoire en 4 ans, on pouvait se dire ok c'est pas mal, mais on n'avait pas beaucoup joué à l'extérieur. Et là, on joue ce match au Principality Stadium avec des petits jeunes et honnêtement, quoi de mieux, le stade chauffé à blanc pour voir ce qu'ils ont un petit peu dans le ventre, les nouveaux arrivants. Fabien Galtier nous avait annoncé un énorme combat sur le jeu aérien. Il nous avait dit dans les stats, oui, avec les stats, il devrait y avoir normalement 19 duels aériens. Je pense qu'il s'est un peu planté là-dessus parce qu'on en a eu moins, mais tant mieux. On va partir sur ce débrief qui est assez dense, mais avant mes petites cochonnes et mes petits cochons, si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire pour soutenir la chaîne. On est en plein cœur du tournoi Destination et je vous avoue, on n'a plus que nos yeux pour pleurer. Par contre, c'est toujours aussi impressionnant le rugby pro. Je sais que certains d'entre vous sont ou vont partir à l'étranger, et ce qui est relou, c'est que si tu n'as pas accès à France 2, tu peux pas regarder les matchs. On n'est pas fan du style de l'équipe de France en ce moment et de son style de jeu, mais par contre, on raterait pas un match quand même. Je vais remédier à ce problème en vous présentant le partenaire du jour que vous connaissez, NordVPN, le leader des VPN sur le marché. Avec NordVPN, vous pourrez suivre tous les matchs du tournoi depuis l'étranger, comme si vous étiez confortablement installé dans votre canapé chez vous. Vous demandez peut-être comment c'est possible? C'est très simple, en te connectant à un serveur français, tu auras accès au site complet de France TV. NordVPN s'apporte aussi des avantages et notamment la cybersécurité. Grâce au chiffrement des données, vous pourrez dire bonjour à l'anonymat et la confidentialité. Et c'est également une véritable protection contre les menaces en ligne. Personnellement, j'utilise NordVPN au quotidien. Et toi aussi, si tu veux faire de même, tu as simplement à utiliser mon code UPRUGBY et passer par le lien dans la description. C'est satisfait ou remboursé pendant les 30 premiers jours. Et en plus, tu peux l'utiliser sur 6 appareils simultanément. Ça veut dire que tu peux aussi le mettre sur ton téléphone. Allez, prêt à sauter le pas? Il y a une chose qui m'a choqué, mais dans le bon sens, c'est que sur l'entame de match, on a eu le droit à une séquence offensive de la France comme on n'y avait plus le droit depuis avant le tournoi. De la vitesse, de l'intensité et une circulation des joueurs français. Et ouais, pour ceux qui l'avaient oublié, on a bien évidemment un système de jeu en 1-3-3-1 comme toutes les autres équipes, tu le sais. Et le premier ballon d'attaque, il vient à partir d'un ballon porté. Perso, moi je m'attendais à ce que nous soyons des dominants sur les ballons portés. Tu fais rentrer Meafou et Flamand dans le groupe, c'est quand même des bestiaux ces deux deuxièmes lignes. Et donc quand sur la première touche tu te structures en ballon porté, tu te dis ok normal, on va les prendre dans ce secteur. Après je pense que les Gallois ils nous craignaient énormément sur les ballons portés, qu'ils avaient bossé beaucoup la défense sur ballon porté. Ils ont réussi à nous contenir sur ce secteur de jeu. Je ne suis pas vraiment expert sur tout ce qui est ballon porté, ce qui concerne les avants, mais au rugby, si tu arrives à être plus bas que ton adversaire pour pousser, physiquement, pour lui, c'est plus compliqué d'avancer. Et sur les différents ballons portés, ils ont réussi à nous bloquer en passant sous nous pour pousser vers le haut. Ils ont extrêmement bien défendu, et ça, sans trop se consommer. Car comme tu le sais maintenant, si tu attaques avec un bon timing sur les ballons portés, derrière, tu vas réussir à générer de l'avancée puisque le ballon se déplace plus vite que le joueur. Et donc sur notre première possession, on aurait pu s'attendre à un jeu au pied dans le dos de la défense à un moment ou à monter un jeu au pied offensif. Walou, on tient la possession et on récupère une pénalité pour notre plus grand plaisir. Après, quand tu vois que les Gallois ils viennent dans notre camp et qu'ils mettent 3 points uniquement sur un contest, tu te dis ça peut être un petit peu compliqué. Nous, on envoie 17 séquences de jeu. Il y a 17 points de fixation pour marquer 3 points et eux, sur un contest, ils mettent la même. Et c'est toujours pareil, c'est bien d'avoir le ballon, mais par contre, il faut scorer sur ses possessions et scorer beaucoup en se fatiguant le moins possible. On l'a vu en Coupe du Monde contre l'Afrique du Sud où ton score est serré, tu as la possession en première mi-temps, mais si l'écart n'est pas creusé, tu as lâché trop de jus. Et comme Galtier nous l'avait annoncé, il devait y avoir beaucoup de jeux au pied. J'espérais juste une chose, c'était ne pas revoir le match Galles-France d'il y a 2 ans quand on fait le Grand Chelem, où il y avait eu des parties de ping-pong vraiment interminables. Même si c'est ultra tactique et stratégique, c'est pas ce qu'il y a de plus beau à voir. Et au vu de notre efficacité sur les derniers matchs, sur les duels aériens, les Gallois, honnêtement, ils auraient eu tort de se priver de venir nous tester sur ce secteur de jeu. Eh bien, c'est ce qu'ils ont fait. Et sur les 2 premières chandelles, ça ne manque pas. 2 duels aériens perdus. Mais les duels aériens, c'est très souvent 50-50. D'ailleurs, on perd un duel aérien et on va récupérer la possession. Et ce que j'adore sur cette séquence, c'est ces petites choses qu'on n'avait plus l'habitude de voir depuis 3 matchs, mais qui me font dire à chaque fois que les joueurs pros sont extrêmement forts. Ça peut paraître rien du tout cette action de Ramos.
Mais en réalité, il remarque simplement le rapport qualitatif, avec deux piliers en face de lui qui sont plus lents alors que c'est un profil rapide. Ça vient fermer sur les extérieurs, il déclenche un duel sur un pilier. Perso, j'adore. En parlant de pilier, c'est entre une question et une réflexion que j'ai sur Antonio et la mêlée. Et ça, je vais vous donner mes suggestions et vous allez me dire ce que vous en pensez, si c'est travaillé, volontaire ou non. Sur une mêlée au centre du terrain, l'arbitre se positionne à gauche de la mêlée. Antonio, il lâche sa liaison, le pilier gauche gallois s'effondre et on récupère une pénalité. On voit d'ailleurs le gaucher gallois qui se relève, énervé en levant les bras. Alors, est-ce que Antonio il se permet de le tenter car l'arbitre est de l'autre côté et que l'arbitre de touche est plus loin, il y a une probabilité qu'il ne vous voit pas, avec notamment les demi de mêlée et le Garec qui cache potentiellement la vision. Parce que sur les autres mêlées, quand il est plus proche de la ligne de touche ou que l'arbitre est de son côté, il ne lâche pas son vis-à-vis. Alors je me demandais tout simplement si c'est volontaire ou pas. Je suis vraiment preneur de votre avis pour ça dans les commentaires. Pour en revenir au jeu au pied et au duel aérien, c'est vrai que depuis le début du tournoi, Penaud, c'est pas celui qui est le plus à l'aise sur les duels aériens. Et après son premier duel aérien, les Gallois, ils balaient le terrain sur un aller-retour et ils trouvent un espace. Alors si tu te demandes comment ils arrivent à trouver un espace, il n'y a pas vraiment d'explication tactique ou stratégique. Simplement, Kroos, il se retrouve au plaquage sur la séquence précédente, les Gallois avancent. Il doit donc reculer pour se replacer, mais quand ça joue, on met une grosse pression avec Olivon qui monte, et Kroos, il est en décalage. Alors on pourrait s'interroger sur la position du pilier gallois, qui semble faire un écran sur Charles Olivon. Ouais, ça se discute un peu quand même, car il a ce regard pour voir le positionnement du 7 français. Mais c'est extrêmement compliqué à siffler ça. Il a les mains positionnées au début de l'action pour récupérer le ballon rebondit au sol, il va pour le récupérer, mais un de ses partenaires le prend. Il a son bassin et ses appuis qui sont en permanence en direction du ballon et à aucun moment il ne change de direction de course. Il va simplement orienter son bassin et pivoter pour empêcher Olivon de venir intervenir. Il n'y a évidemment rien de volontaire, de sanctionnable. Bien sûr que l'obstruction elle est volontaire, mais c'est pas possible de le sanctionner ça. Ou du moins c'est très compliqué, après il faut dire ce qui est. D'ailleurs il va extrêmement vite. Un espace et avec des joueurs internationaux ça ne pardonne pas. D'ailleurs il s'engouffre dans l'intervalle et c'est magnifique. Et là, c'est la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Dès qu'on marque, ils marquent. Dès qu'on marque, ils remettent le score. Alors moi, j'ai senti le peps des nouveaux arrivants, mais surtout, j'ai senti plus de précision. Plus de précision que ça soit sur les transmissions et notamment sur un secteur de jeu qui, pour moi, nous fait gagner le match, c'est le jeu au pied. Parce que oui, on a utilisé le ballon, mais nos jeux au pied, ils sont chirurgicaux. Là où, de leur côté, les Gallois, ils ont été défaillants. Les Gallois, ils font de grossières erreurs avec des jeux au pied directs en touche ou qui restent sur le terrain en donnant des ballons de contre-attaque aux Français à 40 mètres de leur en but. Et ce sont des éléments qui sont indispensables pour maîtriser un match. Quand tu vois que côté français sur l'occupation, on arrive à trouver des angles et à les acculer dans leur camp, on n'était vraiment pas sur la même longueur d'onde. Alors il y a quelque chose qui m'interroge. Est-ce que c'est les Français qui ont été ultra efficaces sur le jeu au pied ? Ou est-ce que c'est les Gallois qui étaient perturbés sur la couverture du terrain et qui n'étaient pas efficaces, qui permettaient aux Français de trouver des angles? Après, c'est peut-être les deux, tout simplement aussi. Et côté français, on est extrêmement efficace. Le Garec, il est jeune, mais comme tous les joueurs pros, il a un processeur central dans la tête avec tous les principes de jeu. Et notamment, il y a un principe de jeu qui est très simple à comprendre, c'est que quand l'ailier côté ouvert vient défendre et que tu arrives à le consommer dans une phase de combat, eh bien, il n'est pas forcément dans la couverture derrière et l'autre ailier qui est de l'autre côté qui doit traverser le terrain n'a pas forcément le temps d'arriver. C'est simple à comprendre, mais c'est plus dur à réaliser en match pour être juste techniquement et surtout pour le faire avec une grosse pression. Et ben Nolan, la pression, je pense qu'il la boit plus qu'il l'a subie en fait. Parce que sur cette séquence, l'ailier vient se consommer, il y a le petit jeu au pied par-dessus, Biel Biarré en plus il va très très vite, donc tu fais appel aux points forts de tes partenaires. Et il va nous amener cette mêlée à 5 mètres et il va s'offrir tout simplement son premier essai international. Au vu du score du match et du nombre de franchissements gallois, on pourrait penser qu'on s'est fait ouvrir un petit peu trop facilement en défense. Alors je me suis attardé sur les essais et notamment sur celui-là. Sur le second essai gallois, il peut porter à confusion. Est-ce qu'il y a passage à vide ou pas? Parce que ça peut s'entendre. Le gallois qui arrive pour couper à hauteur, il entre en contact avec deux porteurs. Ou est-ce que c'est deux porteurs qui entrent en contact avec lui? En réalité, ça a une petite incidence. La France décide de monter fort pour fermer, et au moment du jeu dans le dos, Ramos se décale. C'est donc plus à lui de prendre le joueur dos, mais au joueur N-1 à deux porteurs.
Donc lui, il doit glisser pour combler le surnombre. Sauf que le deux porteurs, il est légèrement en retard. Quand le Gallois il s'aperçoit que ça a fermé sur l'extérieur, il décide de déclencher le duel. Et là, deux porteurs est en retard. Il se dépêche de venir et il se dépêche un peu trop. Il confond vitesse et précipitation. Il se précipite vers l'extérieur car il pense être en retard et du coup il prend un crochet intérieur. Sur la règle, je suis même pas sûr que c'est possible de siffler en fait un contact à ce niveau-là parce qu'on a même l'impression en fait que c'est deux porteurs qui vient mettre son épaule au contact du joueur à hauteur. Et on se retrouve à la mi-temps avec 3 points d'avance. On est content parce que ça envoie du jeu, mais perso sur le résultat du match, moi je suis pas super serein. Parce que quand tu vois les deuxièmes mi-temps que les Gallois ils ont fait contre les Écossais, tu te dis ouh, ça peut piquer un peu. Et dans un match dans lequel tu te rends coup pour coup, il faut être capable de scorer quand tu peux. Parce que les Gallois sur la reprise, ils reprennent l'avantage avec une belle séquence. Et là, on retourne dans les 22 mètres adverses et on a un avantage. Et sur cet avantage, c'est intéressant de regarder le positionnement des trois quarts. Pendant que les avants y travaillent, ils vont changer leur structure offensive pour se retrouver avec cette fameuse verticalité que Galtier a démocratisée dans le rugby et qu'on ne voyait plus depuis quelques temps. Ces joueurs à la queue leu qui se projettent successivement, ils empêchent tout simplement les défenseurs de sortir de leur ligne défensive pour venir couper. Et bien sur le premier essai de Fickou, en première mi-temps, c'est exactement pareil. Regardez, on a les trois quarts qui attaquent vers la gauche. Très bien. Ce qui est intéressant là, c'est de voir la vitesse avec laquelle les joueurs vont se rendre disponibles. Ils se relèvent et ils basculent dans le sens pour se rendre disponibles de l'autre côté et aller attaquer de l'autre côté. Et bien côté gallois, la vitesse de circulation, elle n'est pas aussi élevée, mais surtout on va retrouver ces joueurs axiaux qui se projettent successivement. Et c'est ça qui va amener l'essai de Fickou. Et bien en deuxième mi-temps, sur l'avantage, je pense qu'il y a une erreur de lecture. Peut-être que c'est un choix du cœur parce que les joueurs, on est bien positionnés de manière axiale, ils se projettent correctement, et sauf que là, il y a une passe pour deux porteurs. À mon avis, c'était simplement pour qu'il honore un essai sur sa première sélection. Je vois pas d'autre explication parce que si tu joues dans le dos, à mon avis, c'est cadeau. Et donc, sur cet avantage, on ne score pas. Et là, le choix est intéressant. C'est le choix de la mêlée. On prend la mêlée, re-avantage sur mêlée, avantage qu'on ne concrétise pas parce qu'il y a un en avant dans la but. Et on reprend la mêlée. Et c'est intéressant comme choix car tu te sens fort, mais la mêlée c'est un art particulier au rugby. T'as beau eu avoir 3 avantages successifs et prendre 3 fois la mêlée, tu peux perdre la possession. L'art complexe de la mêlée. Et là, on prend un bras cassé et pour tous ceux qui râlent, honnêtement, quand tu regardes, c'est vrai que ton gaucher, il pousse avant que Nolan Le Garec introduise le ballon et ça, t'as pas le droit. Alors après, peut-être qu'il refuse aussi de mettre de la pression côté gallois, mais toujours est-il que tu as perdu la possession. Après, pour moi, c'est pas du tout pour me déplaire, hein. Au moins, tu portes tes coronesses et tu dis, ouais, dans ce match-là, on va les enfoncer devant, on prend la mêlée, on prend la mêlée. Et il y a une chose qui change par rapport aux 3 premiers matchs, c'est le nombre de ballons que Damien Penaud a touché. Là où sur les 3 précédents matchs, il a été très peu servi, et quand il a été servi, il n'a pas été servi dans des bonnes conditions, là, il break sur quasiment chacune de ses prises de balles, hein. Il faut pas oublier que sur quasiment chacune de ses prises de balles, il a breaké. Franchement, il est au-dessus du lot sur le match. Il a roulé sur les Gallois. Et donc, il a été servi dans le jeu courant, mais il a été aussi servi sur les lancements de jeu. Et c'est là où c'est plus intéressant. On va faire un lancement de jeu un peu à l'ancienne d'ailleurs, où sur une mêlée, tu donnes simplement la balle à ton ailier qui va attaquer la zone du 10. Et le mec, il fait du Penaud, il renverse tout le monde. Et c'est à l'image pour moi un petit peu du dernier essai français. Le lancement, il est bizarre. Je l'ai trouvé très bizarre, mais en y réfléchissant, il a du sens et c'est extrêmement bien joué. Car au-delà du placement et des courses, tu joues avec le conditionnement mental des joueurs à des situations. Je m'explique. La France, avant la mêlée, met tous ses 3 quarts à gauche comme s'ils allaient attaquer à gauche. Et oui, les fameuses fausses informations que tu essayes de donner à ton adversaire. Finalement, ils décident de se placer en 4-2-0. Qu'est-ce que ça veut dire? 4 joueurs à gauche, 2 joueurs dans l'axe qui menacent du coup à gauche et à droite, et 0 joueur à droite. En fait, tu bloques la défense adverse qui est obligée de laisser un joueur sur le fermé pour prévenir du départ 8-9, mais ça c'est quasiment obligatoire. Mais en revanche, tu peux pas en mettre 2. Et là, il y a Ramos qui va venir attaquer en premier porteur avec une course en travers. Penaud, lui, il fait un appel comme s'il attaquait à gauche, il change pour venir à l'intérieur de Ramos. Normalement, si tu as un premier porteur qui court vers l'extérieur sur une mêlée, tu as toujours ton ailier ou un autre attaquant qui colle la ligne de touche pour menacer l'espace. Eh bien là, non. Sauf que le 9 gallois, il est habitué à devoir défendre sur un joueur qui va essayer de fixer le dernier défenseur pour décaler.
Et donc le 9 gallois va venir se jeter sur Ramos qui court vers l'extérieur alors qu'il n'y a aucun danger. Remise à l'intérieur sur Penaud. Le troisième lignel, il a réussi à se détacher. Pour une fois, on ne l'a pas agrippé, on n'a pas retardé la sortie. Mais à mon avis, ça c'est juste parce que c'est raté. Mais ça va trop vite et c'est normal. Quand tu es proche de ta ligne, t'as beau avoir des joueurs en repli au bout d'un moment avec de la vitesse, c'est compliqué d'arrêter les mecs. Toujours est-il que Penaud, sur ce match, il a bien brillé et il a surtout réussi à faire briller les autres. Bon, revenons au match. Suite à un déboulé de Penaud sur l'aile, on a une possession dans les 22 mètres. Et là, le digne successeur de Antonio, j'ai nommé monsieur Georges-Henri Colombe, qui fêtait sa première sélection, marque son essai. Alors je sais pas si c'est un avis tronqué de ma part, ou simplement l'émulation collective qui fait que, mais j'ai eu l'impression que Colombe, j'ai eu l'impression de plus le voir en une mi-temps que Aldeguerri en 3 matchs. Et avec tout le respect que j'ai pour Aldeguerri, mais honnêtement j'ai trouvé que Colombe, il avait fait une prestation vraiment ultra solide. Et alors là, c'est le moment de la bascule, à partir du moment où Colombe marque son essai, j'ai l'impression que les Gallois, ils ont fait péter la durite dans la tête et qu'ils ont totalement lâché. Alors je sais pas si c'est dans la tête, si c'est physiquement, parce qu'il faut pas oublier que leur pilier, il sort qu'à la 70e minute, quand toi, t'as fait ton coaching à la 50e, je crois. Ou simplement l'accumulation de fautes techniques qu'ils ont fait, mais ils sortent totalement du match. On en vient quand même à marquer un essai avec Tao qui contre un jeu au pied du neuf. C'est des choses qui arrivent de temps en temps, mais là je pense que c'est juste la défaillance de la charnière qui rentre. Allez, je vais en parler quand même parce que j'ai l'impression que le moment où ils changent leur charnière, les Gallois, le match bascule. Celui qui remplace Costello, parce que Costello, même s'il fait des fautes techniques durant le match, j'ai l'impression qu'il avait apporté énormément de punch et énormément de choses. Mais celui qui rentre à sa place, j'ai l'impression qu'il est toujours dans le mauvais timing. À faire une passe dans le vide, à se retrouver à des moments en position de relayeur alors qu'il y a déjà le relayeur. Ça semble pas être grand chose, mais quand tu es dans un système de jeu, et notamment comme celui des Gallois où le 10 est beaucoup sollicité et qu'il touche beaucoup le ballon, et bien quand tu as ton 10 qui se retrouve au mauvais endroit au mauvais moment, et bien il n'est pas là pour pouvoir animer. Une des actions à l'image de son match, c'est celle à la 78e minute sur un ballon lent à l'entrée du couloir des 15 mètres. T'essaies de ne pas consommer ton 10 généralement dans les 15 mètres sur une phase de combat parce que tu n'as pas l'utilité de le consommer. En réalité, tu n'as pas du tout envie de le mettre là-dedans, tu as envie qu'il prépare la suite. Ça va être une phase de combat et tu vas te réorganiser pour jouer la renversée. Et là, tu as une sortie lente face à une défense française organisée, tu as déjà 3 Gallois qui sont dans le couloir, ton 10, tu le libères pour organiser le retour. Et là, il se retrouve soutien intérieur, et donc il doit aller à la conservation. Mais alors il y va à moitié, il n'arrive pas à sortir Ramos. Et avec tout le respect que j'ai pour Ramos, c'est peut-être pas le joueur le plus dur à sortir sur un contest ou un ruck. Mais encore faut-il s'engager vraiment. Bon, toujours est-il que c'est un réel plaisir de voir le tournoi Destination qui commence à la 4e journée, mais vaut mieux tard que jamais, sachant que la semaine prochaine, on va recevoir les Anglais qui, après la valise qu'ils ont pris l'année dernière, à mon avis, ça va être intéressant de voir comment ils vont faire. Et surtout qu'ils ont battu les Irlandais. Honnêtement, ça joue vite, ça met énormément d'intensité. Je pense que ça va être un sacré match de rugby. Il y aura pas mal de vidéos cette semaine et notamment une avec un feed que je fais sur vos unpopular opinions que vous m'avez donné sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Si vous n'êtes pas abonné à Instagram, je vous conseille d'y aller. Puis on se revoit au club de Rissorangis. Allez, topette!